After a trial that had lasted some 4 months, Adolf Eichmann has had his defense rejected. He's been judged guilty of the major crimes in this indictment. Particulars of offense. The accused, together with others, during the period 1939. Après la reddition allemande, le régime nazi s'effondra en quelques semaines. Les villes étaient en ruine. Les archives furent dispersées. Des millions de personnes erraient dans une Europe dévastée. Dans ce chaos, de nombreux dirigeants nazis choisirent un objectif simple: disparaître. Une partie fut prise au piège. Il y eut des procès, surtout à Nuremberg. Plusieurs dirigeants furent condamnés, mais d'autres comprirent vite que la nouvelle guerre serait différente. Il ne s'agirait plus d'armées, mais de papiers, d'identité et de frontières. Ils portaient l'uniforme de prisonniers un jour et le lendemain des vêtements civils sous un nom inventé. Dans ce contexte naquirent les soi-disant « Ratlin ». Il ne s'agissait pas de routes uniques, mais de réseaux flexibles de refuges, de contacts et de documents. Ils permettaient d'avancer par de courts tronçons. Un monastère en Italie, une paroisse en Autriche, un appartement loué à Rome ou un consulat à Gênes. Chaque étape éloignait un peu plus les fugitifs de la portée des Alliés. Plusieurs de ces chemins se terminaient en Amérique du Sud. La carte montrait une série de pays avec des facteurs communs, distance géographique, gouvernements sympathisants de l'Axe ou préoccupés par l'avancée du communisme, population avec présence d'immigrés allemands. Parmi eux, l'Argentine se distinguait. Apparaissaient aussi le Brésil, le Paraguay, le Chili et la Bolivie. L'Argentine avait maintenu des liens étroits avec l'Allemagne avant et pendant la guerre. Pendant des années, elle avait pratiqué une neutralité ambiguë. Après 1945, certains secteurs de l'État facilitèrent l'arrivée de fugitifs. Des routes furent organisées depuis les ports d'Espagne et d'Italie. Diplômes de la Croix-Rouge, visas, lettres de recommandation. Tout servait à transformer un officier de la SS en technicien agricole ou en ouvrier spécialisé, discret. L'Église catholique joua également un rôle ambivalent. De nombreux prêtres aidèrent des réfugiés ordinaires. D'autres, comme l'évêque Aloïs Hudal, soutinrent consciemment des criminels nazis. Ils émettèrent des lettres les présentant comme de bons catholiques persécutés par les communistes. Ces documents ouvraient les portes des consulats et des bureaux d'immigration. Avec le temps, les preuves de ces mouvements furent consignées: listes de passagers, formulaires de migration, rapports policiers. Ces dernières décennies, l'Argentine a déclassifié des milliers de documents sur les nazis fugitifs. Ils montrent comment ils sont arrivés, où ils ont vécu et à quoi ils se sont consacrés. Aujourd'hui, ils permettent de mieux comprendre l'ampleur de ces réseaux. Parmi ceux qui ont profité des Ratlin, il y eut des figures centrales de l'appareil d'extermination. Adolf Eichmann, responsable clé de la déportation des Juifs européens, s'échappa en Italie. Il obtint des documents de la Croix-Rouge sous un faux nom et embarqua pour Buenos Aires en 1950, laissant derrière lui son identité d'officier de la SS. Joseph Mengele, médecin d'Auschwitz, bénéficia aussi de ces réseaux. Il se cacha d'abord en Europe, puis se rendit en Argentine avant de se déplacer entre le Paraguay et le Brésil. Il vécut des années avec le soutien de sympathisants, d'entrepreneurs et de structures financières anciennes créées avant la défaite. Klaus Barbie, ancien chef de la Gestapo à Lyon, suivit un autre chemin. Il passa par des ports européens, utilisa des identités successives et finit par s'installer en Bolivie. Là-bas, il travailla comme conseiller des forces de sécurité et se lia à des cercles militaires et au crime organisé. Il n'était pas un fugitif caché dans une cabane, mais un homme offrant son expérience en répression et en contre-espionnage. Pour beaucoup, l'Amérique du Sud devint une promesse d'une nouvelle vie. Les villes se développaient. Il y avait besoin de techniciens, d'ingénieurs, de médecins. Les nazis arrivèrent dans des quartiers allemands, des clubs, des écoles. À première vue, il semblait un immigrant comme les autres. Derrière les noms allemands pouvait se cacher un boulanger, un mécanicien ou le responsable d'un massacre d'otages en Europe. Pendant ce temps, le monde connaissait les détails de l'Holocauste. Les procès de Nuremberg montraient des images de camps libérés. Les témoignages de survivants remplissaient les dossiers. Mais ce processus avait ses limites. Les tribunaux alliés ne pouvaient pas juger tout le monde. De plus, la guerre froide avançait. Les États-Unis et l'Union soviétique commencèrent à recruter d'anciens spécialistes nazis pour leurs propres fins. Certains furent intégrés à des programmes de missiles, d'autres à des missions de renseignement.
Au Moyen-Orient, la situation était différente. En 1948 naquit l'État d'Israël, au milieu d'une guerre avec ses voisins arabes. Le nouveau pays reçut des vagues de survivants juifs d'Europe. Beaucoup arrivèrent sans famille, avec des cicatrices physiques et le souvenir du génocide encore très vif. Pour eux, savoir que certains bourreaux vivaient tranquillement sur un autre continent était une blessure ouverte. À cette époque, l'appareil de sécurité israélien était encore en construction. Avant l'indépendance, l'organisation clandestine Haganah et son service de renseignement, le Shahi, avaient déjà opéré sous le mandat britannique. Après 1948, ces structures furent réorganisées. Il fallait défendre les frontières, prévenir les infiltrations et, en même temps, maintenir le contact avec les communautés juives dispersées. En décembre 1949, le Premier ministre David Ben-Gurion approuva la création d'un organisme coordonnateur du renseignement. Cet institut, qui deviendrait bientôt connu sous le nom de Mossad, devait centraliser l'information, diriger les opérations clandestines et soutenir la politique étrangère du pays. Son premier directeur fut Reuven Shiloah, diplomate expérimenté dans des missions secrètes avant l'indépendance. Quelques années plus tard, la figure d'Isser Harel deviendrait centrale. Harel prendrait la tête du service intérieur, puis deviendrait le coordinateur suprême de l'ensemble de la communauté du renseignement. Sa génération était marquée par la persécution antisémite en Europe et par la guerre d'indépendance. Pour eux, la tâche ne se limitait pas à défendre le territoire. Elle impliquait aussi de répondre à une question restée ouverte. Que faire des responsables du génocide qui continuaient à être libres? Dans les premières années de l'État, la priorité absolue fut la survie immédiate. Guerre, pénurie, vagues d'immigrants. Cependant, les informations sur les nazis réfugiés en Amérique du Sud commencèrent à parvenir par lettres, rapports diplomatiques, articles de presse et rumeurs persistantes. Des leaders communautaires à Buenos Aires, Sao Paulo ou Asunción envoyaient des noms, des adresses, des photographies floues. Parfois, ils se trompaient, parfois non. À Jérusalem, certains pensaient que c'était un luxe. Il y avait trop de fronts ouverts pour détourner des ressources vers l'autre côté de l'océan. D'autres soutenaient que la légitimité du nouvel État était liée à l'idée de justice, non seulement pour les vivants, mais aussi pour les morts. Si eux n'agissaient pas, qui le ferait? La réponse fut lente, mais elle prit forme. À mesure que le système de renseignement se consolidait, certains dossiers cessèrent d'être de simples classeurs dans un fichier. Ils devinrent des objectifs. Derrière les noms se trouvaient des visages, des photos de documents de migration, des croquis de quartiers résidentiels dans des villes lointaines. Du côté israélien, des agents commencèrent à émerger, prêts à voyager, observer et attendre. Tandis que les Ratlin restaient actives et que les fugitifs nazis construisaient de nouvelles vies dans le Cono Sur, à Tel Aviv, un petit groupe d'hommes commença à recevoir un enseignement différent. Il ne s'agissait pas seulement d'espionner des armées hostiles. Il s'agissait de localiser des individus précis et, lorsque le moment viendrait, de les ramener ou de s'assurer qu'ils ne disparaîtraient plus jamais. Isser Harel, Ben-Gurion et le mandat de poursuivre les fugitifs. À la fin des années 40, Israël était un pays jeune et vulnérable. Il avait remporté sa première guerre, mais la marge d'erreur restait minimale. Tout faisait défaut. Armes, logements, nourriture, structures étatiques. Les services de renseignement modernes faisaient également défaut. Parallèlement, la mémoire du génocide était vivante. Les survivants arrivaient avec des numéros tatoués sur le bras. Ils apportaient des noms d'officiers, de camps, de villes détruites. Ils savaient que certains bourreaux étaient emprisonnés en Europe. Ils savaient aussi que d'autres s'étaient évaporés. Dans ce croisement d'urgence apparut la figure d'Isser Harel. Né en 1912 à Vitebsk, dans l'Empire russe, il avait, dans sa jeunesse, subi l'antisémitisme, la pauvreté et la violence politique. Il émigra en Palestine en 1930. Il travailla dans un kibboutz, puis dans une petite entreprise d'agrumes. Très vite, il s'intégra à la Haganah, l'organisation de défense juive sous le mandat britannique. Harel n'était pas un militaire au profil classique. Il était petit, discret, obsédé par les détails. Il préférait les rapports au discours. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il se consacra aux tâches de renseignement au sein de la Haganah. Il recueillait des informations sur les groupes hostiles, les infiltrations, les réseaux d'espions. Il apprit à gérer les sources humaines, les documents et les écoutes.
Cet apprentissage lui donnera plus tard un immense pouvoir. Lorsque l'indépendance fut proclamée en 1948, le nouvel État avait besoin d'un service de sécurité intérieure. De ce besoin naquit l'organisme qui serait plus tard connu sous le nom de Shin Bet, l'agence chargée de la sécurité intérieure et de la contre-espionnage. Harel en fut le premier directeur. Il devait tout construire depuis zéro, structure, règles, méthodes de travail. Une de ses décisions clés porta sur le type de culture interne. Il insista pour que les agents soient des fonctionnaires de l'État avec salaire et hiérarchie claire. Pas de privilèges ostentatoires, pas d'aura de caste spéciale. Dans sa vision, le service devait être efficace tout en restant compatible avec une jeune démocratie. Le message était simple, le pouvoir oui, mais dans des limites. Pendant que le Shin Bet commençait à fonctionner, un autre problème se posait sur le bureau du Premier ministre David Ben-Gourion. Les services existants étaient fragmentés. L'armée avait son renseignement, la police le sien, le ministère des Affaires étrangères opérant des canaux discrets. Il manquait un centre de coordination. En 1949, sous l'impulsion de Ben-Gourion et du diplomate Reuven Shiloah, un institut de coordination fut créé. Cet organisme deviendrait le service de renseignement extérieur d'Israël et avec le temps recevrait le nom sous lequel il est connu aujourd'hui, Mossad. Sa mission initiale consistait à recueillir des informations sur les pays arabes voisins, les grandes puissances et les communautés juives de la diaspora. Shiloah en fut le premier directeur. Il établit des liens avec les agences occidentales, notamment la CIA, jetant les bases d'un réseau d'alliés et d'échanges d'informations qui s'avérerait crucial. Mais sa santé et son énergie politique se dégradèrent. Au début des années 50, il quitta ses fonctions. Ben-Gourion chercha alors quelqu'un de confiance absolue, capable d'imposer la discipline dans un environnement rempli de rivalités. Le choix se porta sur Isser Harel. En 1952, il prit la direction du Mossad, sans quitter celle du Shin Bet. Pour la première et unique fois, une seule personne concentrait la conduite du renseignement interne et externe. Depuis lors, collègues et subordonnés commencèrent à l'appeler presque automatiquement le chef, sans avoir besoin d'ajouter le nom d'une agence. Harel entretenait une relation directe avec Ben-Gourion. Il ne se contentait pas de lui envoyer des résumés techniques, il lui présentait aussi des diagnostics et des avertissements politiques. Cette proximité lui conférait une marge de manœuvre, mais lui imposait également des résultats. Son style était centralisateur. Il lisait les dossiers complets, corrigeait les détails, posait des questions sur chaque contradiction. À beaucoup, il inspirait le respect, à d'autres, la peur. Dans ce climat se posa une discussion de fond. Certains hauts responsables estimaient que la priorité absolue était de faire face aux menaces immédiates, les armées arabes, l'Union soviétique, l'infiltration aux frontières, la jeune économie du pays. La poursuite des nazis sur d'autres continents semblait à leurs yeux un luxe moral, une tâche pour plus tard. Mais pour Harel et d'autres dirigeants, cette séparation était artificielle. L'État était rempli de survivants. La légitimité interne et en partie externe reposait sur l'idée que les Juifs ne dépendaient plus d'autrui pour se défendre. Laisser les principaux responsables de l'extermination tranquille dans des quartiers confortables d'Amérique du Sud heurtait cette image. Pendant les premières années, la réponse fut prudente. Le Mossad et le Shin Bet commencèrent à accumuler des informations sur les nazis fugitifs. Des lettres arrivaient d'activistes comme Tuvia Friedman. Des listes de noms arrivaient d'offices européens documentant les crimes de guerre. S'ajoutaient des coupures de presse, des rumeurs, des photos prises à distance d'hommes semblant trop sérieux pour n'être que de simples retraités. Ce matériel remplissait des dossiers, mais pas encore des opérations. La communauté internationale avait également des priorités changeantes. La guerre froide modifia le paysage. Les États-Unis et l'Union soviétique recrutèrent des scientifiques et techniciens allemands, dont certains avaient fait carrière sous le régime nazi. Dans ce contexte, insister sur la poursuite des fugitifs en Amérique du Sud signifiait parfois aller à contre-courant de la géopolitique. Pourtant, Harel ne lâcha pas le sujet. Au sein du Mossad, il créa de petits noyaux dédiés à suivre les pistes sur les nazis. Il n'avait pas encore de mandat formel pour agir, mais pouvait recueillir des informations, vérifier des données, croiser des registres de migration et rechercher des témoins. L'ordre était clair. Maintenir vivante la possibilité de passer un jour de la surveillance à l'action.
Parallèlement, le Mossad accumulait des succès sur d'autres fronts. Sous la direction de Harel, le service obtint des informations stratégiques de premier plan, comme une copie du discours secret de Nikita Khrouchtchev sur les crimes de Staline. Ce coup de renseignement rehaussa le prestige international d'Israël et renforça la confiance de Ben Gourion en son chef des services. Ce capital politique eut des conséquences. Ben Gourion considérait la question des nazis non seulement comme un enjeu pénal, mais aussi éducatif. Un grand procès pouvait montrer au monde, et surtout aux jeunes générations d'Israël, ce qu'avait été l'extermination. Dans son esprit, la capture d'une figure centrale de l'appareil génocidaire avait une valeur dépassant une simple condamnation. À la fin des années 50, cette idée se rapprocha de la réalité. Les dossiers des fugitifs sur le bureau de Harel continuaient de s'accumuler. Au milieu de papiers sur l'Union soviétique, l'Égypte ou la Syrie figuraient des dossiers plus fins, avec des noms soulignés. Parmi eux, un dossier grossissait depuis longtemps. Il rassemblait des informations sur un homme qui, selon les témoins, avait organisé des trains, des déportations et des listes de transport vers la mort. Un homme dont on disait qu'il vivait dans un pays lointain, sous un nom commun, dans un quartier de maisons basses. Le nom en tête de ce dossier allait transformer le mandat moral de poursuivre les fugitifs en une opération concrète. Et ce nom était Adolf Eichmann. La piste argentine d'Eichmann. Le nom d'Adolf Eichmann occupait une place particulière dans l'esprit d'Isser Harel. Il n'était pas un général célèbre. Il n'était pas une figure de discours enflammé. C'était un bureaucrate. Mais son bureau était au cœur de la machine de déportation. Sans son travail, de nombreux trains ne seraient jamais partis. Après la guerre, Eichmann disparut. On savait qu'il avait été capturé par des troupes américaines sous une fausse identité, mais aussi qu'il s'était échappé d'un camp de prisonniers peu après. Depuis, sa trace devint fragmentaire. Des rapports isolés le situaient en Allemagne, en Italie, quelque part en Méditerranée. Rien de solide. À la fin des années 40 et au début des années 50, des versions commencèrent à circuler selon lesquelles il se trouvait en Amérique du Sud. Certains le plaçaient en Syrie, d'autres en Égypte, d'autres encore en Argentine. À Jérusalem, les dossiers s'accumulaient, mais sans adresse claire, le Mossad ne pouvait passer des rumeurs à l'action. La piste décisive ne naquit pas dans un bureau de renseignement. Elle naquit dans une maison modeste de Buenos Aires. Là vivait Lothar Hermann, un juif allemand ayant perdu un œil à cause des tortures subies sous le Troisième Reich. Il avait réussi à fuir en Argentine avec sa famille. Il vivait loin de la vie politique, mais n'avait pas laissé derrière lui la peur ni le souvenir. Sa fille, Sylvia, était adolescente. Elle sortait avec des garçons du quartier, parmi eux un jeune d'origine allemande. Lors d'une de ses visites, la conversation tourna autour de la guerre. Le garçon mentionna avec une certaine légèreté que son père avait été officier, qu'il avait été important et qu'il vivait maintenant tranquille sous un autre nom. Un jour, Sylvia fut invitée chez ce jeune homme. La maison se trouvait dans la zone nord du Grand Buenos Aires, dans un environnement de rues en terre et de maisons basses. Pendant cette visite, elle entendit un nom de famille qu'elle connaissait, Eichmann. Elle le relia à ce que son père lui avait raconté sur l'un des hommes ayant organisé les déportations depuis l'Allemagne. À son retour, elle en parla à Lothar. Il s'alarma et décida d'en savoir plus. Sans ressources particulières, il fit ce qui était à sa portée. Il observa la maison quand il le pouvait, posa discrètement des questions. Il confirma que l'homme qui y vivait utilisait le nom de Ricardo Clément. Mais il entendit aussi que la famille parlait d'un passé en Allemagne, d'un nom qui faisait peur à prononcer. Hermann ne se contenta pas de sa suspicion. Il écrivit en Allemagne. Il prit contact avec des procureurs et des bureaux enquêtant sur les crimes de guerre. Ces lettres évoquaient la possible localisation d'Eichmann en Argentine. Pendant un temps, ces avertissements ne reçurent pas l'attention qu'il espérait. Plus tard, l'information parvint entre les mains de Fritz Bauer, procureur général de l'État de Hesse dans la République fédérale d'Allemagne. Bauer était l'un des rares fonctionnaires allemands déterminés à poursuivre avec énergie les criminels nazis. Il savait que beaucoup d'anciens collègues préféraient ne pas remuer le passé. Il savait aussi que les mécanismes judiciaires de son pays étaient lents. Bauer prit une décision risquée. Au lieu de canaliser l'information par les voies officielles allemandes, il la transmit directement à Israël.
Il comprenait que si les dossiers restaient entre les mains de la bureaucratie de son pays, ils pouvaient se perdre ou prendre des années. Ainsi, le nom de Ricardo Clement, associé à la direction d'une maison en périphérie de Buenos Aires, atterrit sur le bureau d'Isser Harel. À ce moment-là, le Mossad n'avait pas de structure installée en Argentine. Il ne disposait pas non plus d'un réseau stable d'agents. Opérer dans le Cono Sur impliquait de déployer une équipe depuis zéro. Avant de lancer une opération aussi coûteuse et risquée, Harel avait besoin d'une vérification initiale. Il choisit Zvi Aharoni, un enquêteur expérimenté dans les interrogatoires et l'identification de suspects. Aharoni parlait allemand, connaissait les traits physiques et les gestes de nombreux anciens dirigeants nazis. Il avait la patience d'observer pendant des heures sans se faire remarquer. Il reçut l'ordre de se rendre à Buenos Aires sous une couverture simple. Touriste européen, homme d'affaires, rien qui ne suscite de soupçons. Une fois en ville, Aharoni commença par les bases. Reconnaître le terrain, se rendre dans le quartier indiqué par Bauer et par les informations provenant d'Allemagne. Il parcourut les rues, mémorisa les trajets des bus, étudia les horaires de sortie et de retour des habitants du travail. Pendant plusieurs jours, la maison associée au nom de Clément ne montra aucune preuve. Porte fermée, mouvements routiniers, une famille au comportement apparemment normal. Cependant, un homme attirait l'attention. Aspect terne, vêtements modestes, mais posture qui ne correspondait pas à celle d'un simple ouvrier. Aharoni savait qu'il ne pouvait pas le photographier de face sans risque. Il prit des notes mentales et comparait ce qu'il voyait aux descriptions existantes d'Eichmann. La taille correspondait approximativement. La forme de la tête, le nez, le front correspondaient également en ligne générale. Des détails importants manquaient, comme les cicatrices et marques, impossibles à vérifier à distance. De plus, 15 ans s'étaient écoulés depuis la fin de la guerre. Le visage d'un homme change, il s'affine, se ride et perd ses cheveux. Aharoni devait décider s'il voyait un employé argentin ordinaire ou l'un des organisateurs du génocide européen. La surveillance se poursuivit. Peu à peu, l'enquêteur reconstruisit une routine. L'homme prenait chaque jour le même bus pour se rendre au travail, revenait en fin d'après-midi et parcourait à pied le dernier tronçon par la même rue. À la maison, sa femme et ses enfants l'attendaient. La vie semblait celle de n'importe quel immigrant travailleur. Pourtant, de petits indices éveillaient des soupçons. La distance qu'il gardait avec les voisins, l'austérité de son comportement, le soin qu'il apportait à ne pas être photographié ou identifié en public. Lorsqu'une photo de groupe fut prise au travail, il s'écarta. Ce geste ne constituait pas une preuve, mais s'ajoutait à l'ensemble. Aharoni décida de se rapprocher davantage. Il chercha un moment pour écouter la voix de l'homme de près. Il l'entendit parler en espagnol avec un accent étranger. Plus important encore, il entendit l'homme prononcer quelques mots en allemand avec ses enfants. Ce mélange entre une nouvelle vie et l'ancienne langue correspondait au profil d'un fugitif. Avec toutes ces informations, il rédigea un rapport détaillé pour Harel. Il n'affirmait pas à 100% qu'il s'agissait d'Eichmann, mais estimait que la probabilité était élevée. Le faux nom, le quartier, l'âge, la structure familiale, l'apparence physique et le comportement réservé formaient un ensemble cohérent. Harel lut le rapport plusieurs fois. Ce n'était pas suffisant pour justifier une opération d'enlèvement sur un territoire étranger. Mais c'était suffisant pour autoriser la phase suivante, l'installation d'une équipe complète à Buenos Aires, un groupe d'agents capables de surveiller, de confirmer l'identité avec plus de précision et, si l'ordre politique était donné, d'exécuter la capture. Le commando de Buenos Aires, Malkin, Eitan et leurs compagnons. Le dossier sur Ricardo Clément n'était plus un simple rapport, c'était un objectif. Isser Harel choisit les hommes qui allaient sortir du papier et fouler la boue des rues argentines. Le premier sur la liste fut Rafi Eitan. Il avait de l'expérience dans les opérations clandestines et un caractère froid. Il n'était pas un orateur brillant, mais un opérateur. Il savait improviser face à un imprévu et ne se laissait pas impressionner par les grades des autres. Harel lui confia le commandement du groupe qui se rendrait en Amérique du Sud. À ses côtés devait se trouver quelqu'un capable de maîtriser un homme adulte en quelques secondes, sans arme à feu et sans bruit. Ce profil correspondait à Peter Malkin. Formé au combat rapproché, il avait une intuition particulière pour lire les mouvements. Il n'était pas un géant, mais savait utiliser l'effet de surprise. Le troisième nom incontournable était Zvi Aharoni.
Il connaissait déjà le terrain, ayant observé la maison de la rue Garibaldi et la routine de l'homme qui pourrait être Eichmann. Son rôle changeait désormais. De simple éclaireur, il devenait une pièce clé pour la vérification finale de l'identité. D'autres agents furent ajoutés. Avraham Shalom, second Eitan, Moshe Tavor, expert en conduite et soutien physique, Yaakov Gatt et quelques hommes supplémentaires pour les tâches de surveillance, logistique et sécurité. Pour la phase finale, l'anesthésiste Yona Elian fut également intégré, responsable de faire sortir le prisonnier du pays sans résistance. Le groupe ne voyagerait pas ensemble, il fallait éviter les schémas reconnaissables. Les agents quittèrent Israël et d'autres pays avec des passeports différents, à des dates échelonnées et sous diverses couvertures. Certains voyageaient en touristes, d'autres en représentants d'entreprises. La couverture globale reposait sur un fait réel. Une délégation officielle israélienne devait visiter l'Argentine pour célébrer le 150e anniversaire de l'indépendance du pays. La destination restait la même, Buenos Aires, une grande ville bruyante où quelques étrangers pouvaient se perdre parmi des milliers de visages. Cette même masse humaine représentait un risque. Toute erreur pouvait attirer l'attention de la police, de voisins curieux ou de sympathisants nazis. Dès le départ, la règle fut claire. Aucun contact avec les autorités locales. L'opération devait se dérouler à l'insu du gouvernement argentin. C'était une violation ouverte de la souveraineté du pays. En cas d'échec, personne ne viendrait les secourir. Les conséquences politiques pouvaient être graves. À leur arrivée, les agents s'installèrent dans plusieurs points de la ville. Ils louaient des maisons ou des appartements par l'intermédiaire de tiers. Certains se présentaient comme techniciens, d'autres comme employés de sociétés fictives. Aucun ne reconnaissait travailler pour le Mossad. La compartimentation était extrême, chaque logement avait une fonction. L'un servait de lieu de réunion, un autre de dépôt de matériel, un troisième, en périphérie, deviendrait le futur lieu de détention d'Eichmann. La logistique était minutieuse. Le Mossad avait envoyé séparément du matériel de communication, des outils, des jeux de plaques d'immatriculation falsifiées, des éléments de maquillage et un petit laboratoire de falsification. Chaque envoi voyageait dans un colis distinct par des compagnies aériennes différentes afin qu'une seule saisie ne compromette pas toute l'opération. Les voitures constituaient une autre pièce clé. Des modèles courants, de couleurs discrètes, furent choisis. Ils devaient se fondre dans la circulation sans attirer l'attention. Chaque véhicule avait une histoire de couverture. Propriété d'un supposé commerçant, d'un employé d'une entreprise étrangère ou d'un nouvel arrivant à la recherche d'opportunités. Les plaques pouvaient être changées en quelques minutes. Le quotidien du commando était un mélange d'attente et de tension constante. Le matin, certains sortaient reconnaître les itinéraires, les temps des feux de signalisation, les éventuels détours en cas de poursuite. D'autres observaient la maison de la rue Garibaldi et ses alentours. Ils ne pouvaient pas rester immobiles à un coin de rue. Ils marchaient, achetaient des cigarettes, feuilletaient des journaux dans un café. Ils devaient paraître comme des voisins ou des employés tuant le temps. Le soir, les agents se réunissaient dans les maisons sûres. Ils passaient en revue les observations, ajustaient les horaires, dessinaient des croquis du quartier avec la position des arrêts de bus, des fossés, des terrains vagues, de l'éclairage public. Chaque détail pouvait faire la différence entre une capture propre et un désastre. Lors de ces réunions, Rafi Eitan adoptait un style rigoureux. Il écoutait, corrigeait, demandait des explications. Il ne tolérait pas les improvisations inutiles. L'opération dépendait du fait que chacun sache exactement quoi faire à la seconde près. L'équipe réduisit au minimum ses contacts avec la communauté juive locale par crainte de fuites involontaires. Malgré cela, une aide pratique fut parfois nécessaire. Certains véhicules, par exemple, furent obtenus grâce à des membres de la communauté qui prêtèrent leur voiture sans connaître l'objectif réel. D'autres fournirent une chambre ou un dépôt pour quelques jours, pensant qu'il s'agissait d'une simple activité commerciale. La communication interne suivait un schéma strictement défini. Des cafés furent désignés où, à des heures précises, un agent pouvait en rencontrer un autre sans éveiller de soupçons. Chaque lieu n'était utilisé qu'une seule fois. Des phrases codées simples furent établies, dissimulées dans des demandes banales. Demander un plat particulier pouvait signifier « tout est normal ». En demander un autre pouvait vouloir dire « problème, annulé ». Pendant ce temps, la surveillance d'Eichmann devint plus précise.
Les agents confirmèrent qu'il quittait chaque soir son travail à l'usine, qu'il prenait toujours le même bus et descendait au même arrêt. Ils chronométrèrent le temps qu'il mettait à parcourir le trajet jusqu'à sa maison. Ils mesurèrent la lumière du crépuscule selon la saison et étudièrent le nombre de passants dans la rue à cette heure-là. Ils recherchaient également les failles dans la routine. Les jours où Eichmann n'apparaissait pas, les retards du bus, la pluie intense qui obligeait les gens à se hâter ou à se mettre à l'abri. Chaque anomalie était enregistrée. Cela servait à tester la patience du groupe et à leur rappeler que rien n'était garanti. Parallèlement, d'autres membres du commando se consacraient à la phase finale. Il fallait coordonner la sortie du pays. Le plan prévoyait qu'Eichmann soit extrait d'Argentine à bord d'un vol El Al, intégré à la délégation officielle israélienne. Pour cela, il fallait adapter une identité fictive pour le prisonnier, préparer des documents médicaux et répéter la manière de déplacer un homme endormi sans éveiller de soupçons dans un aéroport contrôlé par les autorités locales. La pression psychologique était permanente. Tout contrôle de circulation, tout voisin curieux, toute erreur idiote pouvait entraîner l'arrestation des agents. Si cela se produisait, l'Argentine pouvait exiger des explications, expulser des diplomates, voire juger les membres du commando. Et, bien sûr, Eichmann disparaîtrait à nouveau. Dans ce contexte surgit la discussion sur le mode exact de capture. Zvi Aharoni proposa une embuscade avec 2 voitures s'approchant immédiatement. Peter Malkin défendit une autre option. Une voiture ferait semblant d'être en panne au milieu de la rue. L'accident obligerait Eichmann à passer près du véhicule et de l'homme qui ferait semblant de vérifier le moteur. La discussion n'était pas théorique. De son issue dépendait la sécurité de tous. Les nuits s'allongeaient entre plans, calculs et répétitions. Le commando devait trouver un moment où la rue serait relativement vide, la lumière suffisante, le bus à l'heure et Eichmann marchant seul. Un instant bref, dans une rue sans importance de la banlieue de Buenos Aires, allait devenir le centre d'une opération commencée 15 ans plus tôt dans les décombres de l'Europe. Un petit instant, monsieur, la capture dans la rue Garibaldi. Les préparatifs avaient atteint leurs limites. Le commando à Buenos Aires disposait déjà de maisons sûres, de voitures, de faux documents et de routines répétées. Il ne restait que la seule chose impossible à programmer avec précision, l'instant. Ce moment où Eichmann serait seul, dans une rue suffisamment vide, pendant les quelques secondes où l'on pouvait agir sans témoin. Isser Harel arriva en ville pour superviser la phase finale. Il examina les croquis, les horaires, les itinéraires possibles vers les planques et vers l'aéroport. Il écouta chaque agent. Il posa des questions brèves mais précises. Sa conclusion fut claire. Le plan était mûr. Il ne restait plus qu'à choisir le jour exact. La première date retenue fut le 10 mai 1960. L'équipe se déploya. Voitures en position, hommes au point convenu, horaires minutés. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Le bus arriva différemment. La lumière du crépuscule n'était pas favorable. De petits facteurs de risque apparurent. Harel écouta les rapports et prit une décision prudente, annulation. La tentative serait reportée de 24 heures. Le 11 mai, la ville poursuivit son rythme habituel. Bureaux, usines, bus bondés. Dans le quartier de San Fernando, la rue Garibaldi ressemblait à n'importe quel coin de banlieue. Maisons basses, fossés, poteaux électriques, voisins rentrant du travail. Rien n'indiquait que cette nuit entrerait dans les rapports de renseignement et les livres d'histoire. 2 voitures du commando se placèrent aux positions prévues. Dans la première se trouvait Zvi Aharoni au volant, Rafi Eitan à ses côtés, et à l'arrière Peter Malkin et Avraham Shalom. Dans la seconde voiture se tenaient Moshe Tavor, Yaakov Gat et le médecin anesthésiste Yona Elian, prêts à soutenir l'opération et à assurer la prise en charge du prisonnier. Selon la routine observée, Eichmann arrivait vers 19h40. Ce jour-là, le bus passa et il ne descendit pas. Les minutes s'étirèrent. Chaque retard augmentait la tension. Cela pouvait être un changement d'horaire, un problème à l'usine ou un simple retard du transport. Pour le commando, chaque minute ajoutait de l'incertitude à un plan affiné pendant des semaines. Finalement, un autre bus s'arrêta peu après 20 heures. Un homme mince, portant une mallette, descendit du véhicule et commença à marcher sur la route en terre vers la maison où il vivait sous le nom de Ricardo Clément. Depuis l'intérieur de la voiture, Aharoni et Eitan reconnurent la silhouette. Taille, posture, forme de la tête, tout correspondait aux observations précédentes.
Selon le plan approuvé, l'une des voitures simulait une panne. Capot ouvert, un homme penché sur le moteur. Le reste de l'équipe, dissimulé dans le véhicule ou à proximité, était prêt à agir en quelques secondes. La scène devait paraître banale. Un conducteur en difficulté mécanique dans une rue sombre. Le rôle central revenait à Peter Malkin. Il avait répété mentalement chaque geste, la manière de s'approcher de la cible, la distance exacte, la position des mains. Même la phrase en espagnol qu'il devait prononcer pour ne pas éveiller de soupçons avec un accent étranger. « Un momentito, señor !» 7 syllabes comme signal de départ. Lorsque Eichmann se trouva à quelques mètres, Malkin sortit de l'ombre de la voiture. Il avança avec un calme apparent, l'intercepta à courte distance et prononça la phrase prévue. L'Allemand s'arrêta un instant, surpris. Avant qu'il ne puisse réagir, Malkin le saisit avec une prise immobilisant le cou et les bras, le déséquilibra en le tirant vers l'arrière et le plaqua au sol. Avraham Shalom sortit de la voiture presque au même moment. Il se jeta sur les jambes d'Eichmann pour empêcher tout coup ou tentative de fuite. Ensemble, ils le relevèrent de force et le traînèrent à l'intérieur du véhicule. Tout se déroula en un peu plus de 20 secondes. Personne ne passa dans la rue. Aucun voisin n'ouvrit sa porte pendant cet instant critique. Le calcul du flux de passants s'était révélé exact. À l'intérieur du véhicule, la priorité immédiate fut de le réduire au silence et de neutraliser toute résistance. On lui couvrit la bouche, on lui attacha les poignets et les chevilles, on lui mit des lunettes noires. Puis on le recouvrit d'une couverture pour qu'il paraisse être un passager malade ou ivre en cas de contrôle policier. Aharoni se pencha vers lui et, en allemand, lui adressa un avertissement direct, un seul mot, et il le tuerait. Le prisonnier resta immobile, sa respiration était rapide, mais il ne cria pas. La combinaison de contraintes physiques, d'obscurité et de menaces suffit à lui faire comprendre que toute résistance aggraverait sa situation. Sur le trajet vers la maison sûre, la voiture emprunta des rues peu fréquentées. Le second véhicule suivait à distance prudente. En cas de problème, l'un des deux pouvait détourner l'attention et gagner du temps. Mais les minutes passèrent sans contrôle, sans coup de klaxon suspect, sans sirène. Pendant le trajet, Rafi Eitan profita de chaque secousse pour vérifier des détails physiques. Il avait demandé aux archives du Mossad des descriptions précises de cicatrices et de marques sur le corps d'Eichmann. À un moment, en contrôlant l'un de ces signes, il n'eut plus de doute. D'après ce qu'il voyait et ce qu'il savait, l'homme ligoté à l'arrière était bien l'ancien chef de la section des affaires juives de la Gestapo. Eitan prononça une phrase brève. C'était lui. Cette confirmation refermait un cercle ouvert 15 ans plus tôt, lorsque des milliers de convois étaient partis vers les camps d'extermination sous des ordres signés de son nom. Désormais, le même homme était assis, contraint, entre des agents qui avaient passé des mois à le retrouver. La voiture arriva devant le portail de la maison louée en périphérie. La façade n'attirait pas l'attention. Une habitation typique avec des grilles, un petit jardin et des volets. Les agents avaient déjà répété la manœuvre d'entrée. L'un surveillait la rue, un autre ouvrait rapidement, et le véhicule pénétrait à l'intérieur sans laisser le temps au regard curieux de s'attarder. À l'intérieur, la première étape fut de l'immobiliser physiquement. On lui retira tout ce qui aurait pu servir à se blesser. Ceinture, objets tranchants, toute éventuelle capsule de poison. Les services de renseignement savaient que de nombreux hauts responsables nazis préféraient se suicider plutôt que de faire face à un procès. Ils ne pouvaient pas courir ce risque. Vint ensuite la vérification systématique de son identité. Cicatrices à des endroits précis, traits du visage caractéristiques, réponse à des questions sur son passé que lui seul pouvait connaître. À un moment, confronté à une question directe, il donna son numéro d'affiliation au parti nazi et au SS. L'information était exacte, sans aucun doute possible. L'homme qui était descendu du bus dans une rue en terre comme un simple travailleur admit enfin son véritable nom, Adolf Eichmann. La mission principale du commando était accomplie. S'ouvrait maintenant une autre phase tout aussi délicate, le garder caché, obtenir de lui une confession signée et le faire sortir d'Argentine sans que la police ni le gouvernement ne se doutent de ce qui se passait. La maison sûre, l'interrogatoire et la sortie clandestine d'Argentine. La maison où Eichmann fut enfermé n'était pas située dans un quartier chic. C'était une habitation ordinaire en périphérie de Buenos Aires. Façade discrète, petit jardin, grille modeste. De l'extérieur, elle semblait appartenir à une famille de classe moyenne.
À l'intérieur, elle était devenue un avant-poste d'un service de renseignement étranger, transformé en forteresse en quelques heures. Les agents avaient repréparé la maison avant la capture. Des lits, de la nourriture, des médicaments et un système d'alarme improvisé avaient été installés. Une cellule fut aménagée, une pièce nue, avec un simple lit, rien de plus. L'objectif n'était pas de punir, mais de contrôler chaque mouvement du prisonnier. Une opératrice jouait le rôle d'employé domestique. Elle balayait, cuisait, ouvrait et fermait les volets. Depuis la rue, on aurait cru qu'une famille ordinaire vivait là. À peine entré, Eichmann fut immobilisé. On lui retira ceinture, montre et tout objet pouvant servir à se blesser. Les agents savaient que de nombreux nazis transportèrent des pilules de poison et ne voulaient pas reproduire le suicide de Göring à Nuremberg. Chaque poche fut inspectée avec obsession et tout objet suspect mis de côté. Vint ensuite la vérification systématique. L'un des agents examina les marques sur le corps. Cicatrices, grains de beauté, détails irréfutables. Tout fut comparé avec les descriptions figurant dans les anciens dossiers. La correspondance était parfaite. Lorsqu'on lui posa des questions directes sur son passé, il répondit avec exactitude sur sa carrière dans les SS. À un moment, il déclara son nom complet. Aucune autre façade n'était possible. C'était Adolf Eichmann. Les premiers interrogatoires furent brefs. Les agents étaient épuisés, lui aussi. Cependant, Harel insista pour avancer. Il voulait plus qu'une simple admission orale, une déclaration signée. Le texte devait refléter 2 points essentiels: la reconnaissance de son identité et son acceptation d'être transféré en Israël pour être jugé. Pendant plusieurs jours, les questions portèrent sur son parcours, date, destination, grade. Eichmann parla du département 4B4, des transports, des ordres administratifs. Son ton était presque celui d'un employé de bureau. Il décrivait souvent des décisions ayant coûté des milliers de vies, comme s'il s'agissait de simples changements d'horaire sur une ligne de train. Cette distance glaçait les agents qui l'écoutaient. Certains étaient des survivants, d'autres avaient perdu leur famille dans des camps que le prisonnier connaissait par cœur. Après un certain temps, ils rédigèrent un texte. Eichmann y reconnaissait qui il était, affirmait comprendre que son identité ne pouvait plus rester cachée et déclarait accepter d'être emmené en Israël pour comparaître devant un tribunal. Il ajoutait qu'il raconterait ce dont il se souvenait et coopérerait pour reconstituer les faits. Il signa. Cette feuille devint l'un des documents les plus importants de toute l'opération. Pendant ce temps, la vie à l'intérieur de la maison suivait un rythme strict. Des tours de garde furent mis en place. Personne ne dormait plus de quelques heures d'affilée. Des instructions claires existaient en cas de visite imprévue de la police. Si un contrôle se rapprochait de la maison, l'objectif était de gagner du temps, de déplacer le prisonnier ailleurs ou, dans le pire des cas, d'empêcher qu'il se retrouve libre. Un plan extrême prévoyait même qu'un agent puisse se menotter à Eichmann, casser la clé et se livrer avec lui, niant tout lien avec le Mossad. Parallèlement, un autre front exigeait une précision absolue, la sortie d'Argentine. Il ne suffisait pas de contrôler le prisonnier. Il fallait le faire sortir par un aéroport surveillé, l'embarquer dans un avion commercial et le transporter vers un pays lointain sans que personne ne s'en aperçoive. La pièce centrale de ce plan était un vol d'El Al, transportant une délégation officielle israélienne invitée aux célébrations du 150e anniversaire de l'indépendance argentine. Le schéma était le suivant. L'avion arriverait avec un équipage régulier. Pour le vol retour, l'un des membres d'équipage resterait à Buenos Aires. Sa place serait apparemment occupée par un collègue malade. Ce membre malade serait Eichmann. Pour cela, il fallait l'habiller avec l'uniforme de la compagnie, produire de faux documents et préparer un certificat médical crédible. Le rôle de l'anesthésiste était crucial. Yona Elian, spécialiste israélien, rejoignit l'équipe à cette phase. Sa tâche consistait à administrer le sédatif à la dose exacte. Trop peu, et le prisonnier pourrait résister ou parler devant le personnel au sol. Trop, et il risquait un arrêt cardiaque avant ou pendant le vol. La mission ne laissait aucune marge d'erreur. Les jours précédant le départ furent remplis de répétitions discrètes. Les agents pratiquèrent comment soutenir un homme à moitié inconscient sans que cela ressemble à un corps traîné et répétèrent les explications à fournir à toute question d'un policier de l'aéroport. Le récit devait rester simple. Un membre d'équipage était tombé malade après avoir trop bu lors d'une réception ou avait eu une crise de nerfs
ou un épisode de fatigue intense. Tout prétexte devait justifier son état sans susciter d'inspections approfondies. Le temps jouait contre eux. Eichmann avait disparu de sa routine. Tôt ou tard, sa famille alerterait les autorités ou un voisin remarquerait son absence. Chaque jour supplémentaire dans la maison sûre augmentait le risque d'une enquête, d'une dénonciation ou d'une visite policière pour n'importe quel prétexte. Harel pressa pour réduire les délais. Finalement, le vol-retour fut fixé au 20 mai 1960, 9 jours après la capture. Cette nuit-là, le prisonnier fut préparé. Rasage, uniforme, aile, menottage avec les mains dissimulées sous une couverture et un manteau. Eliane lui administra l'injection sédative, la dose devant le maintenir somnolent mais capable de marcher avec assistance. Le transfert vers l'aéroport fut la dernière étape sur le sol argentin. La voiture avança vers Ezeiza avec le prétendu membre d'équipage malade sur le siège. Les agents accompagnants jouaient le rôle de collègues inquiets. Si quelqu'un posait des questions, ils répétaient de la même histoire. Excès d'alcool, fatigue, baisse de tension, rien qui justifie un contrôle médical indépendant ou un retard inutile. Au contrôle des documents, les faux papiers firent leur effet. Personne ne soupçonna que l'homme pâle, au regard perdu, était l'un des criminels les plus recherchés du siècle. À bord, il fut installé dans un siège en première classe, à proximité de ceux chargés de le surveiller pendant tout le vol. Aux yeux du personnel argentin, il s'agissait d'un employé en mauvaise condition physique, mais sous la responsabilité de sa propre compagnie. L'avion fit escale en Afrique de l'Ouest, à Dakar, avant de poursuivre vers Israël. Pendant le voyage, les agents contrôlèrent ses signes vitaux, ajustèrent ou suspendirent la médication selon sa réaction et évitèrent toute conversation inutile avec les autres passagers. À plusieurs milliers de mètres d'altitude, dans une cabine pressurisée, un petit groupe d'hommes regardait alternativement sa montre et le visage de l'homme sédaté. Du succès avec Eichmann à l'échec avec Mengele, l'avion transportant Eichmann atterrit en Israël le 22 mai 1960. Dans le cercle de sécurité, l'atmosphère était sèche. Rapports, protocoles, gardes rapprochés. Mais chez de nombreux agents, il y avait une autre sensation. Ils avaient accompli quelque chose qui, pendant des années, avait semblé impossible. Un fugitif clé, vivant, assis dans une cellule. Dans les jours suivants, le secret fut maintenu. Il fallait préparer la communication officielle, définir le cadre juridique et anticiper la réaction de l'Argentine. En interne, cependant, l'information circulait rapidement. Le Mossad avait ramené Eichmann de l'autre côté de l'océan. Pour une communauté marquée par l'Holocauste, cette nouvelle avait un poids difficile à exagérer. Lorsque le Premier ministre annonça publiquement la capture, la nouvelle fit le tour du monde. En Israël, de nombreux survivants ressentirent que, pour la première fois, quelqu'un directement responsable des déportations massives allait être jugé par un État juif. Dans d'autres pays, l'accent tomba sur un autre point. Il avait été enlevé sur le territoire argentin sans procédure d'extradition préalable. La crise diplomatique fut immédiate. L'Argentine protesta contre la violation de sa souveraineté. Le cas fut même discuté aux Nations Unies. Israël soutint que l'ampleur des crimes justifiait l'exceptionnalité de la procédure. Après plusieurs semaines de tension, les deux gouvernements trouvèrent un compromis. La condamnation formelle de la procédure ne donna lieu à aucune sanction majeure. Pour l'équipe ayant opéré à Buenos Aires, l'attention publique arriva plus tard. Pendant le procès, leur nom restait discret. Avec le temps, certains témoignèrent. Peter Malkin raconta des années plus tard ce que fut la cohabitation avec Eichmann dans la maison sûre. Il confia que, à certains moments, il avait été tenté de le frapper. Il savait parfaitement pourquoi il était là. Mais il savait aussi que sa tâche n'était pas de se venger, mais de le conduire vivant devant un tribunal. Rafi Eitan, pour sa part, se souvint d'un détail marquant. Eichmann ne se voyait pas lui-même comme un meurtrier en série. Il insistait sur le fait qu'il n'avait été qu'un fonctionnaire obéissant aux ordres. Cette distance morale, cette manière d'éluder la notion de culpabilité, renforça chez plusieurs agents la conviction que le procès était aussi important que la capture. Dans la structure du Mossad, ce coup d'éclat renforça le prestige d'Isser Harel. Il avait obtenu un succès retentissant, sans perte et avec un impact mondial. Cela lui donna plus de marge pour lancer d'autres projets, dont un qui le fascinait depuis longtemps, Joseph Mengele. Mengele s'était rendu célèbre à Auschwitz. Il sélectionnait les prisonniers sur la rampe,
décidait qui travaillerait et qui mourrait immédiatement et pratiquait des expériences médicales cruelles, en particulier sur des jumeaux. Après la guerre, il se cacha d'abord en Europe, puis, comme Eichmann, emprunta les routes d'évasion vers l'Amérique du Sud. Pendant des années, des rapports dispersés situèrent Mengele en Argentine. Il vécut dans la province de Buenos Aires, fréquenta des cercles d'immigrants allemands et bénéficia du soutien de réseaux sympathisants. Plus tard, il se réfugia au Paraguay sous protection politique. Ensuite, il s'installa au Brésil, où il travailla sous de fausses identités dans des zones rurales proches de Sao Paulo. Le Mossad reçut progressivement des fragments de cette histoire, surtout à la fin des années 50 et au début des années 60. Sur le bureau de Harel, le dossier Mengele commença à ressembler au dossier Eichmann à ses débuts. Nom d'entreprise, adresse possible, témoignages incomplets. L'impulsion morale était claire. S'ils avaient pu attraper l'un, ils pouvaient essayer avec l'autre. Il fut envisagé d'envoyer des équipes dans le cône sud pour vérifier les pistes. Des agents sous couverture commerciale se rapprochèrent des zones où il avait supposément vécu. Dans certains cas, ils se rendirent dans des maisons qu'il avait abandonnées peu de temps auparavant. Dans d'autres, ils rencontrèrent des voisins qui parlaient d'un « Allemand » ayant travaillé là et parti sans laisser de traces. Le problème était le temps. Chaque mois qui passait, Mengele changeait de résidence, de pays, de cercle social. Il n'avait pas de famille nombreuse pour l'attacher à un lieu. Il ne se rendait pas tous les jours dans la même usine. Il ne répétait pas pendant des années une routine aussi prévisible que celle d'un employé de la périphérie de Buenos Aires. Pour ceux qui le recherchaient, c'était une cible mobile, moins ancrée qu'Eichmann dans un quartier précis. À cette difficulté s'ajoutaient des facteurs politiques. Après l'affaire Eichmann, les relations avec l'Argentine étaient sensibles. Toute nouvelle opération clandestine dans la région risquait de déclencher une autre crise, peut-être plus sévère. Le gouvernement israélien, engagé dans la diplomatie et confronté à des fronts militaires immédiats, ne voyait pas d'un bon œil enchaîner des incidents avec plusieurs pays sud-américains. En interne, le Mossad faisait face à d'autres priorités. Au début des années 60, Israël se préoccupait des programmes d'armement de ses voisins. Le développement de missiles en Égypte, avec le concours de techniciens allemands, devint un point central. Harel voulait consacrer des ressources à presser et intimider ses spécialistes, parfois par des campagnes de menaces. D'autres dirigeants considéraient que l'énergie principale devait être consacrée à obtenir des informations stratégiques et non à traquer un médecin fugitif, si coupable soit-il. Les tensions atteignirent leur paroxysme en 1963. Harel défendait l'idée que poursuivre Mengele faisait partie de la mission morale fondatrice. Ben-Gourion, plus pragmatique, privilégiait les questions de sécurité immédiate. Le désaccord s'entremêla avec d'autres divergences sur les méthodes et les priorités. Finalement, Harel démissionna de son poste. Avec son départ, l'impulsion personnelle derrière la traque de Mengele s'affaiblit. La nouvelle direction du Mossad adopta une ligne différente. L'effort direct pour retrouver Mengele fut réduit. Il ne disparut pas complètement de l'agenda, mais cessa d'être un objectif central. Des pistes qui auraient justifié une opération risquée à l'époque de Harel furent archivées ou exploitées seulement de manière marginale. Pour les agents ayant participé à cette recherche, la décision fut difficile. Ils savaient qui était l'homme qu'ils tentaient de localiser. Ils connaissaient ses actes à Auschwitz. Ils comprenaient aussi qu'un service de renseignement, par définition, ne peut traiter toutes les causes en même temps. Mais l'abandon de sa traque active laissa un goût amer. Au Brésil, Mengele poursuivit sa vie clandestine. Il changea plusieurs fois de nom. Il travailla dans de petites entreprises. Il vécut dans des maisons modestes, d'abord à Sao Paulo, puis dans des zones côtières. À la fin des années 1970, il eut un accident en nageant dans la mer et se noya. Ses restes furent enterrés sous une autre identité. Ce n'est qu'en 1985, après des exhumations et des analyses médico-légales, que l'on confirma que ce cadavre était bien le sien. Montevideo, l'exécution de Herbert Kukur. Avant d'apparaître dans un chalet de villégiature uruguayen, à l'intérieur d'un coffre, Herbert Kukur avait été un héros national en Lettonie. Aviateur célèbre dans les années 1930, détenteur de records de vol, photos souriantes dans la presse. Pendant l'occupation allemande, son rôle changea de scène. Il devint sous-commandant du commando Haraj,
une unité collaborationniste impliquée dans les plus grandes massacres de juifs lettones. Des témoins l'ont lié à des fusillades de civils, à l'incendie de synagogues avec des personnes à l'intérieur et à des abus sexuels. À la fin de la guerre, comme beaucoup d'autres, il disparut parmi les ruines et des documents falsifiés. Il ne fut pas jugé à Nuremberg ni dans d'autres grands procès. Il se déplaça à travers l'Europe et finit en Amérique du Sud. Il s'installa au Brésil, où il vécut environ 20 ans. Il dirigeait des affaires liées à l'aviation, des promenades aériennes, de petites entreprises touristiques. Il ne se cachait pas complètement. Son nom apparut même dans des magazines. Un survivant le reconnut sur la couverture d'une publication brésilienne et tenta d'alerter les autorités. La plainte n'aboutit pas. À cette époque, le Mossad avait déjà capturé Eichmann. Le débat interne portait sur ce qu'il fallait faire avec d'autres fugitifs. Dans le cas de Kukurs, la situation juridique était particulière. Aucun procès solide ne le visait. Il n'existait pas de dossier prêt pour un jugement international. En parallèle, les témoignages de survivants le désignaient comme une figure centrale de la terreur à Riga et dans les actions du commando à Raj. Il y avait également un autre contexte. En Allemagne de l'Ouest, la question de la prescription des crimes nazis faisait débat. Le gouvernement de Bonn envisageait de fixer un délai limite pour la poursuite pénale. Si la loi avançait, de nombreux responsables échapperaient pour toujours à la justice. Depuis Israël, juristes et dirigeants considéraient que cette clôture éventuelle constituait une nouvelle forme d'impunité. Un coup symbolique pouvait influencer ce débat. Dans ce cadre, une décision différente de celle d'Eichmann fut prise. On n'essaierait pas de capturer Kukurs pour le juger. On le ferait disparaître. L'opération devait être silencieuse, sans signature officielle, mais suffisamment visible pour envoyer un message. Certains au Mossad voyaient dans cette stratégie un outil de pression. D'autres la considérèrent comme un franchissement de ligne. L'homme choisi pour approcher Kukurs fut Yaakov Meidad. On le connaissait déjà bien. Il avait participé à la capture d'Eichmann. Il possédait de l'expérience en Amérique du Sud, de la patience pour construire des identités fictives et la capacité de se déplacer dans des environnements étrangers sans attirer l'attention. Son nouveau masque serait celui d'un entrepreneur nommé Anton Künzle, un Autrichien intéressé par l'aviation et le tourisme. Meidad arriva au Brésil avec cette histoire. Il se présenta à Kukurs comme un partenaire potentiel. Il le complimenta, évoqua son passé de pilote. Il ne parla ni de la Lettonie occupée, ni des ghettos, ni des fosses. Il aborda des opportunités commerciales dans d'autres pays. Il suggéra la possibilité de monter une entreprise conjointe en Uruguay. Vol touristique, hydravion, nouvelle route. La conversation touchait la fibre de fierté du vieil aviateur. Le lien se construisit progressivement. Réunions dans des cafés, visites à la maison de Kukurs, échanges de lettres. La confiance ne fut pas immédiate. Le Letton savait qu'il avait des ennemis, mais le ton de Künzle était correct. Il semblait un homme d'affaires un peu excentrique mais sérieux. Il apportait des papiers, des chiffres, des plans d'investissement. Rien dans son comportement ne laissait deviner à première vue qu'il s'agissait d'une opération de renseignement. Lorsque la relation fut suffisamment consolidée, Meidad proposa de passer à l'étape suivante, se rendre en Uruguay, examiner le terrain, évaluer un éventuel hangar, rencontrer le prétendu partenaire uruguayen qui apporterait le capital local. Kukurs accepta. Il cherchait stabilité, argent et, d'une certaine manière, reconnaissance. Continuer à être quelqu'un. Peu de choses l'honoraient autant que l'idée d'une nouvelle aventure aérienne. En parallèle, d'autres membres du Mossad préparaient le terrain de l'autre côté du fleuve. Le lieu choisi n'était pas Montevideo, mais Shangri-La, une station balnéaire tranquille dans le département de Canelones, à quelques kilomètres de la capitale. Ils y louèrent un chalet de saison dans une rue appelée Colombia. C'était une zone de villégiature, habituée à voir passer des voitures étrangères et des allées et venues sans faire de bruit. Le commando arriva en Uruguay depuis l'Argentine. Ils entrèrent comme touristes. Ils parlaient espagnol avec un accent difficile à situer. Ils se déplaçaient dans des Volkswagen coccinelles loués, des véhicules courants à l'époque. Dans le chalet, ils installèrent une base discrète. Ils vérifièrent les entrées et sorties, mesurèrent les temps de réponse de la police dans la zone, préparèrent l'intérieur de la maison pour une embuscade rapide. Le rendez-vous avec Kukurs
fut fixé à février 1965. Il arriva confiant, pensant devoir examiner des documents et des plans. Il entra dans le chalet accompagné de Meïdad. À l'intérieur l'attendaient plusieurs hommes. Au début, la scène était normale. Chaises, tables, papiers étalés. On parla quelques minutes de business. À un moment précis, un signal changea la nature de la réunion. Lorsque l'on se jeta sur Cookers, le Letton réagit avec force. Il n'était pas un vieil homme fragile. Il se défendit à coups de poing. Il mordit le doigt de l'un des assaillants avec une telle violence qu'il faillit l'arracher. La lutte fut brutale, corps à corps, dans un espace confiné. Pour le maîtriser, l'un des agents utilisa un marteau. Il frappa sa tête. Le crâne se fendit. Malgré cela, le commando s'assura qu'il ne resterait pas en vie. Ils tirèrent plusieurs balles avec une arme équipée d'un silencieux. Une balle dans la tête, d'autres dans le corps. Il n'y avait aucun doute possible sur le résultat. Lorsque le chalet redevint silencieux, l'homme qui s'était présenté comme héros de l'aviation lettonne et entrepreneur touristique brésilien était mort. L'étape suivante consistait à construire le message. On enveloppa le corps dans une couverture et le plaça dans un grand coffre. À proximité, on laissa des documents rappelant son rôle en Lettonie. Brochures, notes, papiers le liant au massacre du ghetto de Riga et au commando à rage. L'objectif était clair. Personne ne pourrait présenter ce crime comme une vengeance mystérieuse. Il devait être évident que c'était une réponse à ses actes pendant la guerre. Avant de quitter l'Uruguay, les responsables firent circuler des messages anonymes auprès des médias et des représentations diplomatiques. Dans ces notes, une phrase se répétait « Ceux qui n'oublient jamais ». C'était une signature implicite. On ne disait pas « Mossad », on ne disait pas « Israël ». Mais cela indiquait que quelqu'un lié à la mémoire de l'Holocauste avait décidé d'exécuter Cookers là-bas, loin de Riga, dans une maison de villégiature. Le corps fut retrouvé le 6 mars 1965, lorsque l'odeur et la curiosité amenèrent voisins et autorités à inspecter la propriété. À l'intérieur du coffre, ils découvrirent le cadavre avec le crâne brisé, des impacts de balles et les documents incriminants. La nouvelle secoua l'Uruguay et le Brésil. La presse parla du bourreau de Riga et du nazi assassiné à Shangri-La. Israël ne reconnut pas officiellement l'opération. Le Mossad ne l'admit jamais directement. Mais la combinaison de détails, de témoignages ultérieurs de certains agents et la logique du contexte laissèrent peu de doute aux enquêteurs. De plus, l'effet politique fut rapide. En Allemagne de l'Ouest, le débat sur la prescription changea de ton. L'affaire Cookers devint un exemple de ce qui pouvait arriver si l'État de droit renonçait à poursuivre les criminels nazis. Le Bundestag finit par prolonger les délais et, plus tard, supprima complètement la prescription pour le meurtre. Paraguay, Brésil, Bolivie et Chili, réseau nazi et limite du Mossad. Après l'affaire Eichmann et l'exécution de Kukür, la carte de l'Amérique du Sud n'était plus une abstraction dans les bureaux de Jérusalem. Elle comportait des zones rouges, des noms précis, des gouvernements tolérants envers les fugitifs et des quartiers où l'allemand se parlait autant que l'espagnol ou le guarani. Pour les agents du Mossad, la région ressemblait à un plateau rempli de refuges reliés par des lignes invisibles. Le Paraguay était l'un de ces nœuds. Même avant la guerre, il existait déjà un parti nazi local reconnu par le NSDAP dans les années 30, soutenu par une communauté allemande fortement idéologisée. Après 1945, le régime d'Alfredo Stroessner transforma le pays en refuge confortable. Peu de contrôle, sympathie pour l'anticommunisme européen et documents pouvant être obtenus rapidement. Joseph Mengele et d'autres criminels obtinrent la citoyenneté paraguayenne sous leur vrai nom ou avec de légères variations. Pour le Mossad, intervenir au Paraguay représentait un défi plus grand que dans l'Argentine de 1960. Le régime protégeait ouvertement nombre de ses hommes. Les agents envoyés sous couvert commercial se trouvaient dans des quartiers où les fugitifs vivaient sans trop se cacher. Ils fréquentaient des clubs allemands, faisaient des affaires avec des militaires et recevaient même régulièrement des diplomates européens. Toute opération de capture dans ce contexte équivalait à frapper un allié stratégique de l'Occident en pleine guerre froide. Le Brésil offrait un scénario différent, mais tout aussi complexe. C'était un pays immense, avec des colonies allemandes bien établies dans le sud et le sud-est. S'y mêlaient des immigrants d'après-guerre sans passé criminel et d'anciens membres de l'appareil nazi qui se fondaient dans la masse.
Mengele passa par Buenos Aires, mais finit par se réfugier pendant des années à l'intérieur du Brésil, travaillant sous des identités fausses et soutenu par des familles d'origine allemande qui lui offraient toit et emploi. Les agents israéliens qui le traquaient arrivaient parfois avec des semaines ou des mois de retard. Ils recueillaient des indices ténus. Un médecin étranger ayant assisté à des accouchements, un ingénieur allemand ayant quitté une ferme du jour au lendemain, un docteur évitant photos et documents officiels. Lorsqu'il revenait avec précision à une adresse, la maison était vide et les voisins se souvenaient seulement d'un Allemand réservé, poli et ponctuel dans ses paiements. Rien de plus. Au Brésil comme ailleurs, les limites n'étaient pas seulement géographiques, mais aussi politiques. Beaucoup de ces fugitifs évoluaient dans un terrain où se croisaient les intérêts de services de renseignement occidentaux, de réseaux financiers et de gouvernements locaux. Des documents déclassifiés montrent que, dans les années 50 et 60, des agences comme la CIA ou le BND allemand ont utilisé d'anciens nazis comme informateurs ou intermédiaires, au moins ponctuellement, dans le cadre de la lutte contre le communisme. Ce chevauchement compliquait toute tentative d'action unilatérale du Mossad. Au Chili, l'histoire a pris une autre forme. Walter Rauff s'y est installé, l'un des hommes liés au développement des camionnettes à gaz au sein de la SS, responsable de dizaines de milliers de morts. Capturé en Italie, il s'échappa et suivit la route vers l'Amérique du Sud. Après un passage par l'Équateur, il arriva au Chili et s'installa à Santiago et dans la zone australe, se consacrant à des affaires civiles, mais aussi au monde de la sécurité. Rauff collabora avec les services de renseignement de l'Allemagne de l'Ouest et plus tard avec les militaires chiliens. Après le coup d'État de 1973, il fut consultant informel pour la création de structures répressives. Son nom apparut associé à la DINA, la police politique du régime de Pinochet. Pour les agents israéliens qui suivaient sa trace, il ne s'agissait pas seulement d'un fugitif acculé. C'était un homme influent dans l'appareil répressif d'un gouvernement reconnu par une grande partie du monde occidental. En même temps, le Chili abritait d'autres foyers d'inquiétude, des communautés fermées comme Colonia Dignidad, dirigées par Paul Schaeffer, offraient un environnement idéal pour cacher des personnes, déplacer des armes ou former des cadres répressifs avec des liens étroits avec d'anciens nazis et des admirateurs du Troisième Reich. Le pays fonctionnait comme un laboratoire où se croisaient les techniques apprises en Europe et la répression latino-américaine. En Bolivie, la figure centrale était Klaus Barbie. L'ancien chef de la Gestapo à Lyon, responsable de tortures et de déportations, avait fui en Amérique du Sud avec l'aide de réseaux ecclésiastiques et de renseignements occidentaux. Il s'installa à La Paz sous le nom de Klaus Altmann. Là, il travailla comme conseiller des forces de sécurité et, avec le temps, comme liaison entre militaires, services secrets et réseaux de narcotrafic. Les rapports reçus à Jérusalem décrivaient un homme utile pour les dictatures et pour des intérêts étrangers. Il connaissait les techniques d'interrogatoire et de guerre anti-subversive. Il avait des contacts avec des entrepreneurs et des figures du commerce émergentes de la cocaïne. Il évoluait dans des cercles où se croisaient officiers boliviens, agents d'autres pays et aventuriers voyant dans l'altiplano un territoire propice aux opérations clandestines. Dans ce contexte, une action directe du Mossad contre Barbie aurait pu affecter non seulement la Bolivie, mais aussi les puissances qui le considéraient comme un pion dans leur propre jeu. Israël choisit de suivre de près ses activités, mais ne lança pas d'opération de capture ou d'élimination comme dans le cas de Kukurs. Avec le temps, ce furent des activistes français et les autorités judiciaires de France qui exercèrent la pression jusqu'à obtenir son extradition dans les années 1980. Ces limitations se répétèrent avec des nuances dans tout le cône sud. Le nombre de fugitifs passant par la région, selon des estimations basées sur des archives déclassifiées, se compte en milliers. Le Mossad, en revanche, était un service relativement petit, avec des priorités immédiates au Moyen-Orient. Il ne pouvait pas tous les chasser. Il devait choisir. Eichmann avait été un objectif presque parfait. Statique, clé dans la structure du génocide, avec une valeur symbolique énorme pour un procès public. Les autres cibles n'offraient pas cette combinaison. La géopolitique pesait également. De nombreux gouvernements sud-américains de la guerre froide se présentaient comme des bastions anticommunistes. Cela en faisait à la fois des alliés potentiels d'Israël et des protecteurs d'anciens nazis.
Toute opération israélienne découverte pouvait se retourner contre les communautés juives locales ou rompre des liens diplomatiques précieux. Les dirigeants du Mossad devaient calculer non seulement le nom sur le dossier, mais aussi les conséquences pour des milliers de personnes vivant loin du champ de bataille européen d'origine. Face à ce panorama, les agents développèrent un autre type de travail. Ils ne pouvaient pas toujours agir de leurs propres mains, mais pouvaient cartographier les réseaux, réunir des preuves, alimenter des enquêtes judiciaires en Europe, exercer une pression discrète sur les ambassades et les gouvernements pour qu'ils changent de posture. La poursuite ne se limitait plus à des commandos frappant à une porte dans la nuit. Elle incluait des dossiers circulant d'un ministère de la Justice à un autre, des témoignages enregistrés, des listes de noms confrontés à des archives nouvellement ouvertes. Dans cet effort silencieux, le rôle des alliés locaux fut décisif. Sans rabbins, journalistes, dirigeants communautaires, employés des registres civils, policiers honnêtes et voisins attentifs, aucun agent étranger n'aurait pu se repérer dans ce labyrinthe. L'étape suivante de l'histoire ne se centrerait plus autant sur les fugitifs, mais sur ceux qui, depuis l'Amérique du Sud, décidèrent de les aider à être poursuivis, prenant parfois des risques sur leur position, leur sécurité et leur vie elle-même.